le marché européen des capitaux. Enfin, pas vraiment. En fait, il n'existe pas un seul marché des capitaux en Europe, il y en a 27. Un pour chaque pays de l'UE. Et chaque jour, des milliers de milliards d'euros y circulent. Actions, obligations, produits dérivés, tout y passe. Mais à moins d'être passionné de finance, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est normal. La plupart des gens ne savent pas vraiment comment ces marchés fonctionnent, ni pourquoi ils sont si importants. Pourtant, ils ont un impact énorme sur nos vies. C'est pourquoi l'Union européenne veut changer le système. Elle propose une grande réforme, l'Union des marchés de capitaux. Objectif, réparer ce qui ne va pas. Elle promet que cela aidera les consommateurs comme vous et moi, et que ce sera plus facile pour les entreprises, surtout les startups, de trouver de l'argent. Au final, l'idée de rendre l'économie européenne plus compétitive, et dit comme ça semble être une bonne idée. Mais comment exactement est-ce que ça marche, et pourquoi veulent-ils le faire maintenant? On vous explique tout ça dans la vidéo. Alors, on s'est assis avec Catherine Carlson, journaliste économique chez Politico Europe, et on lui a demandé qu'est-ce que c'est que l'union des marchés de capitaux. The single market is something that we all know about, whether it's for shopping for specific products, whether it's for using the same currency. The idea is just that you have this one big market between 27 countries. And the idea of the Capital Markets Union, it's a little bit the same, but for investment. So the idea is you have people's money and companies' money that's flowing around in a big single pot across the EU. Mais pour bien comprendre ce que l'Union des marchés de capitaux essaie de corriger, il faut d'abord voir comment les choses fonctionnent aujourd'hui pour les entreprises comme pour les consommateurs. Imaginez que vous venez de lancer une start-up en Roumanie. Vous avez l'idée, l'équipe, la motivation, mais pas les financements. Et ça, c'est un vrai obstacle. À moins que les fondateurs aient des parents fortunés, des amis très généreux ou qu'ils aient gagné au loto, il n'existe en gros que 3 moyens de lever des fonds. Première option, emprunter auprès d'une banque. Mais les banques aiment jouer la sécurité. Si votre entreprise est toute nouvelle, pas encore bien établie ou simplement un peu trop risquée, il y a de fortes chances qu'elle refuse ou qu'elle vous propose un prêt avec des taux d'intérêt très élevés. Deuxième option, le capital risque. Il s'agit d'investissements privés venant de personnes ou de fonds prêts à parier sur des startups à fort potentiel de croissance. Et sur le papier, c'est une super opportunité. Mais si vous êtes une startup roumaine, vous allez sans doute ne vous adresser qu'à des investisseurs roumains, car la plupart du capital risque reste confiné à l'intérieur des frontières nationales. Pourquoi? Parce que les marchés de capitaux en Europe sont fragmentés. Règles différentes, systèmes fiscaux différents, cadres juridiques différents. Un investisseur allemand peut adorer votre projet, mais quand même hésiter. Car investir au-delà des frontières, en Europe, c'est compliqué et risqué. Le résultat, dans la pratique, vous devez souvent vous contenter de chercher des financements dans votre propre pays. I mean, for instance, one of the types of laws that are holding back a single rulebook in the EU, which would make investment flows a lot easier, is things like the national laws for what happens when a company fails, which is insolvency. And if you look at the French insolvency laws, they go back to Napoleon. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Les startups peuvent lever des fonds n'importe où dans le pays, car les lois, la monnaie et les règles financières sont les mêmes dans tous les États. Troisième option, la bourse. Surtout pour les entreprises déjà bien développées. Mais la bourse de Bucarest est petite. Alors attirer des investisseurs de pays plus riches comme l'Allemagne ou la France, c'est difficile. The problem at the moment is that you don't really have one big European stock market. You have lots of smaller national stock markets. Avant le Brexit, beaucoup d'entreprises se tournaient vers la bourse de Londres car elle offrait de la visibilité et un bon accès aux capitaux. Mais aujourd'hui, des villes comme Paris, Francfort ou Amsterdam essaient chacune de prendre la tête. Elles se font concurrence au lieu de coopérer. Et pendant ce temps, en Amérique, il y a de vraies places boursières de taille mondiale. Le New York Stock Exchange, le Nasdaq, tous deux intégrés dans un marché des capitaux unifié. Et beaucoup de startups prometteuses en Europe ne patientent pas, elles partent. Birkenstock was a really notorious one. They decided to go public in the US and it was a big embarrassment for Germany because they just don't have access to the same big pools of money in the EU that they do in the US. Ces 10 dernières années, 130 entreprises européennes ont transféré leurs cotisations principales vers les États-Unis. Certaines via des introductions en bourse, d'autres par des fusions avec des entreprises américaines ou en quittant simplement les places boursières européennes. Au moment de leur départ, leur valeur cumulée atteignait 676 milliards de dollars. Le résultat, des entreprises rentables avec des employés qualifiés formés grâce aux systèmes sociaux européens finissent par créer de la richesse pour les Américains. Pas vraiment idéal. Alors, comment l'Union des marchés de capitaux compte-t-elle changer tout ça? Les propositions de loi précises sont encore en cours de finalisation et devraient arriver plus tard cette année.
Mais un rapport récent de la Banque centrale européenne nous donne déjà une bonne idée de ce qui se prépare. Pour les prêts bancaires, l'UMC veut renforcer un mécanisme appelé la titrisation. Concrètement, les banques regroupent plusieurs prêts, y compris des prêts plus risqués, et les transforment en produits financiers appelés titres, qu'elles revendent à des investisseurs. Cela permet aux banques de libérer du capital et donc de prêter davantage, en particulier à des startups nouvelles ou risquées. Pour le capital risque, l'UMC veut harmoniser les lois entre les États membres, notamment sur les règles sur l'insolvabilité. Cela donnerait plus de sécurité juridique aux investisseurs et donc plus de confiance pour investir à travers l'Europe. L'Union pousse aussi à encourager l'investissement transfrontalier en promouvant des fonds de capital risque à l'échelle européenne. Et du côté de la bourse, plusieurs changements clés sont prévus. Créer une plateforme unique pour accéder facilement à tous les prêts et données boursières dans l'UE, unifier les règles de cotation et de négociation pour que les marchés européens coopèrent au lieu d'être en concurrence, et simplifier les introductions en bourse et alléger la paperasse pour les PME qui souhaitent se lancer. Et l'une des idées les plus originales, qui pourrait aider toutes les entreprises, c'est le 28e régime fiscal. Imaginez-le comme une entité supplémentaire à côté des 27 États membres, un système unifié avec un seul ensemble de lois et un seul code fiscal pour les investisseurs et les entreprises dans toute l'Union. Une approche innovante et bien plus simple que d'essayer d'aligner 27 systèmes différents. Mais l'Union des marchés de capitaux ne s'adresse pas seulement aux entreprises, elle est aussi pensée pour des gens comme vous et moi. Aujourd'hui, seuls 34% des citoyens de l'UE investissent en bourse et encore moins dans des actions européennes. C'est bien peu comparé aux États-Unis où environ 62% des Américains possèdent des actions, souvent via leur plan de retraite. En Europe, près d'un tiers de la richesse des ménages est simplement déposée sur des comptes bancaires à faible rendement. Mais pourquoi? I mean, for starters, the culture doesn't really exist here. If you look at why people invest, a lot of it comes out of cultural reasons that are very different. Aux États-Unis, les gens savent qu'ils doivent épargner et investir pour préparer leur retraite. En Europe, dans beaucoup de pays, l'état d'esprit est différent. Je toucherai une pension publique, c'est l'État qui s'occupe de moi. L'autre raison importante, c'est l'accès. Des pays comme la France, la Suède, les Pays-Bas ou le Danemark proposent des systèmes d'épargne simples avec peu de frais et de bons avantages fiscaux pour encourager l'investissement à long terme. En revanche, le système allemand est connu pour sa complexité et ses faibles rendements garantis, ce qui le rend beaucoup moins attractif. Et du coup, des milliers de milliards d'euros qui pourraient financer les startups ou soutenir l'innovation restent bloqués sur des comptes sans rien produire. L'Union des marchés de capitaux veut changer cela en offrant aux Européens des meilleures options d'investissement, des rendements plus élevés et un accès plus simple au marché. Elle vise aussi à proposer des avantages fiscaux intelligents pour encourager les gens à épargner et investir sur le long terme. Un des grands projets de l'UE est le produit d'épargne pension personnelle pan-européen, ou PEPP en abrégé. C'est un plan de retraite flexible conçu pour être portable dans toute l'Union européenne, peu importe si vous changez de pays, donc vous continuez à épargner pour votre retraite sans complications. Bon, quelle est la suite? L'Union des marchés de capitaux est à l'agenda de l'UE depuis déjà 10 ans. Alors, est-ce que quelque chose va vraiment changer? Politically, it's quite a difficult sell because it's this complicated thing. People don't really understand how it works. It's difficult to see the benefits of it. And it requires a lot of technical changes everywhere to make even incremental progress. And even that progress takes a long time. C'est pour ça que l'UE a récemment rebaptisé ce projet en Union de l'épargne et de l'investissement, un nom plus clair, plus parlant et plus proche de la vie de tous les jours. Mais changer de nom ne suffit pas. It's a tough sell. It takes a lot of compromise. And ultimately, it requires countries to sort of decide to go into it together and put their national interests on hold for a second so that the EU can make progress together. Et c'est là que se trouve le vrai défi. Réussir à faire s'aligner 27 gouvernements pour une réforme financière profonde, non pas pour un gain politique immédiat, mais pour un bénéfice collectif sur le long terme. Cela dit, dans les prochains mois, la Commission publiera un plan détaillé pour des produits d'épargne et d'investissement à l'échelle européenne et lancera une stratégie d'éducation financière pour encourager une culture plus tournée vers l'investissement. Et au 4e trimestre 2025, on attend un grand paquet législatif sur l'intégration des marchés. En résumé, les bases juridiques se posent maintenant et le vrai test aura lieu fin 2025. C'est à ce moment-là qu'on verra si l'UE peut enfin transformer 10 ans de discussion en actions concrètes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!